Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager, alors pas exactement au potager, le potager il est là-bas derrière la clôture, au jardin pour une nouvelle vidéo. On va parler de la problématique de l'eau. On sent que c'est une problématique qui est beaucoup en train de monter en ce moment, on va essayer de parler un peu de tout ça. J'ai un peu potassé le sujet là ces derniers jours. Donc je voudrais pas tomber dans l'ultra-crépidianisme, l'effet Dunning-Kruger dont je vous parlais dans ma vidéo précédente sur la légitimité à parler d'un sujet ou non. Donc là je suis vraiment complètement débutant sur le sujet. Bon, j'ai un peu potassé le sujet quand même, mais voilà, donc je vous dis bien, voilà, ce que je vais vous dire dans cette vidéo là, c'est la compréhension que j'en ai. Donc il se peut très bien qu'il y ait des choses que j'ai pas comprises parce que voilà, j'ai un peu potassé le truc, mais je suis encore vraiment que grand débutant. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire suite à cette vidéo si vous voyez des soucis dans ce que je peux expliquer, et les commentaires pertinents je les mettrai en premier commentaire épinglé sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y aura des errata, il manquera pas d'y en avoir, parce que là j'ai un script de 10 pages sur le sujet, et je vous avoue il y aura forcément des bêtises dans ce que je vais dire, j'en doute pas. Donc n'hésitez pas à préciser en commentaire si voilà il y a des choses qui vont pas dans l'argumentaire. Mais voilà, moi je vais essayer de vous expliquer un peu la compréhension que j'ai de ce sujet, de cette problématique de l'eau. Et allez, c'est parti. Donc c'est une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je suis tombé sur une vidéo récemment sur la chaîne d'André Abrahami, où il interviewe Didier Emstetter, le potager du paresseux, que vous connaissez sûrement, dit 67, où il a des propos très durs sur les gens qui cultivent des légumes d'été, qui arrosent leur potager, qui font des tomates. Il explique que c'est criminel de cultiver des tomates aujourd'hui, et que donc si c'est criminel de cultiver des tomates, ça sous-entend que les gens qui cultivent des tomates sont des criminels. Enfin, voilà, des propos que j'ai trouvé vraiment très exagérés, très durs. Voilà, j'aimerais justement qu'on se détende un peu sur ces questions-là, puis qu'on en parle un peu de manière plus posée, plus réfléchie, et bien comprendre la ressource en eau, comment ça fonctionne et quels sont les enjeux. Je suis en train d'installer une citerne supplémentaire de 20 mètres cubes, et donc tu prêches un convaincu. Il faut stocker de l'eau. J'ai poussé un sacré coup de gueule parce qu'il y a autre chose. Arroser avec l'eau potable du robinet, et particulièrement vous dans le Midi, mais chez moi ça va être le cas aussi, est une hérésie. Et à ce moment-là, on ne peut plus parler d'autonomie ou d'autonomisme, ou peu importe. À ce moment-là, on est un prédateur d'un système qui amène l'eau potable et l'eau industrielle, et on est un gaspilleur d'eau. Donc, il devient criminel de produire en été parce que tout simplement, les systèmes ne peuvent plus le soutenir. Alors sur la problématique de l'eau, je vous en parle depuis un moment sur cette chaîne. Vous avez fait une vidéo, c'était le 9 janvier 2020, donc ça remonte, ça fait 3 ans et demi, où une vidéo qui s'appelait Réjouissons-nous de la pluie, qui n'a pas eu un énorme succès d'ailleurs, mais bon voilà, ça permet de cranter, c'est intéressant, où je vous remontrais en fait les prévisions en fait de précipitations qui sont attendues en gros par la moyenne des modèles de prévision climatique. C'était trouvé sur le site de Jean-Marc Jancovici, et voilà, tous ces modèles prévoyaient qu'il y ait un très fort assèchement du pourtour méditerranéen. Alors avec le réchauffement climatique, on peut s'attendre avec plus d'évaporation de l'eau au niveau des océans, donc une augmentation des précipitations globales, mais ces modifications vont être très inégales de par le monde, et d'après leurs modèles, alors bon, moi voilà, pour ce que valent les modèles, mais enfin a priori ils sont à peu près tous d'accord sur ce point-là, c'est que les précipitations vont énormément beaucoup baissé autour du bassin méditerranéen. Donc effectivement, il faut s'attendre à des difficultés sur l'eau, et à ce que l'eau soit de moins en moins abondante, et que on puisse pas avoir les mêmes comportements dans le futur que ceux qu'on a eu dans le passé. Surtout qu'en plus, on est toujours plus nombreux. Voilà, en France, la population continue d'augmenter régulièrement. Donc plus on est nombreux, plus la ressource en eau, on doit se la partager à plusieurs. Et on a de plus en plus d'usages pour l'eau. Donc voilà, forcément, ça complique la donne. Alors sur le sujet de l'eau, quand même, la première chose que je voudrais bien mettre en avant, c'est que l'eau, c'est pas du pétrole. Quand on consomme de l'eau, elle ne disparaît pas. Le fait de consommer l'eau, ça ne la détruit pas. L'eau, c'est une molécule d'H2O, c'est un oxyde d'hydrogène en fait. Donc c'est l'oxygène qui s'accroche à 2 hydrogènes, et voilà, c'est la molécule, une des molécules les plus simples qui est dans l'environnement, extrêmement stable, qui est très dur de détruire. Un des seuls moyens d'ailleurs de détruire l'eau, c'est la nature qui le fait. Elle transforme l'eau, donc elle récupère l'hydrogène de l'eau pour en faire
de la matière organique, de la photosynthèse. Avec la photosynthèse et l'énergie de la lumière, du soleil, elle est capable de casser la molécule d'eau, de récupérer les hydrogènes et les accrocher à des carbones qui récupèrent du CO2. Et avec ça, elle construit le Lego en fait de la matière organique. Et c'est un des seuls moyens en fait de détruire les molécules d'eau, c'est d'en faire de la matière organique. Et sachant qu'après, il est très simple de lui faire le chemin inverse, depuis la matière organique, de la brûler pour récupérer du CO2 et l'eau également qu'elle contient. Mais au global, voilà, quand on a de l'eau, c'est pas une molécule qu'on détruit. Le fait de consommer l'eau, la molécule elle reste là. À la rigueur, on peut la polluer éventuellement, mais on peut pas la détruire. Donc l'eau, c'est pas quelque chose qu'on peut détruire. Le fait d'utiliser de l'eau, ça ne détruit pas les molécules, elles restent dans l'environnement. Alors pour le reste de la vidéo, je me suis beaucoup inspiré d'un cours que j'ai suivi, un cours niveau licence de l'université de Dijon. Donc un cours de licence de sciences, alors attendez, je vous lis l'énoncé exact, licence de sciences de la Terre et de l'environnement de l'université de Bourgogne à Dijon, un cours d'hydrogéologie et d'hydrologie de monsieur Philippe Amiotte-Suchet. Voilà, je vous mettrai les liens en description, je vous mets les liens aussi ici. C'est un cours, donc moi je vais en parler un petit peu, je vais évoquer un peu ce qu'il évoque dans ce cours. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. Alors l'objectif de ce cours est de donner les éléments nécessaires pour comprendre comment l'eau est stockée, comment elle circule à la surface et sous la surface de la Terre. Ce cours s'adresse à ceux qui n'ont jamais fait d'hydrologie et d'hydrogéologie, mais qui possèdent des bases scientifiques élémentaires, typiquement celles des classes scientifiques de lycée. Si vous voulez vraiment avoir plus d'informations détaillées, je vous invite vraiment à aller voir ce cours, c'est très intéressant. Il y en a en gros pour 3h30 de cours. Moi, les 2 dernières vidéos de 1 demi-heure, j'ai trouvé un peu moins intéressantes par rapport au sujet qu'on suit. C'était sur l'écoulement des fleuves et puis les différents types d'écoulements qui arrivent dans les fleuves. C'était, je trouve, un peu moins... Oh, quoique si, on va quand même en parler. Et le cours, voilà, fait 3h30. Donc ça se regarde, c'est une bonne soirée ou deux bonnes soirées ou en travaillant en même temps. Il n'y a pas énormément il y a une formule un petit peu dans tout le cours, donc c'est vraiment accessible à quiconque a un petit esprit logique, un peu scientifique. Je vous conseille d'aller regarder ça, c'est super intéressant, on y apprend plein de choses. Moi je vais faire un peu référence à pas mal de choses qu'il y a dans ce cours, et si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite vraiment à aller voir ce cours de monsieur Amiotte-Suchet, qui s'est pris la peine d'illustrer tout ça. D'ailleurs, je vais utiliser quelques illustrations de sa vidéo. J'espère qu'il m'en voudra pas. Voilà. Bon, je prends un peu le risque, monsieur Amiotte-Suchet, s'il vous plaît, me strikez pas. Voilà. Mais je vais essayer je vais récupérer sûrement quelques graphiques. Et je vous invite quand même à aller voir ce cours, à creuser le sujet. C'est très intéressant. Alors le premier point à bien prendre en compte sur ces questions de l'eau, c'est le cycle de l'eau. Généralement d'ailleurs, chaque fois qu'on évoque ce sujet, on commence par introduire ça, mais c'est vraiment très important. Le cycle de l'eau, l'idée c'est que on a une énorme masse d'eau sur la planète qui est de l'eau salée, qui est dans la mer. Cette eau salée, elle est au niveau le plus bas, donc elle est au niveau 0. Donc déjà d'un point de vue gravitaire, on peut l'emmener nulle part, à part dans la mer, là où elle est déjà. Donc elle a déjà pas énormément de valeur en termes d'altitude, puisque une eau qui va se retrouver à un niveau élevé, on va pouvoir l'emmener un peu où on veut à un niveau moins élevé, juste par gravité. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, on fait des aqueducs ou des canalisations, des canaux, des genres de choses. Ça permet vraiment de pouvoir emmener l'eau où on veut, juste par gravité. Donc plus une eau est élevée, plus son énergie de pesanteur est élevée, plus elle a de valeur, parce que du coup on va pouvoir la conduire à différents endroits qui sont moins élevés. Donc forcément l'eau qui est au niveau de la mer, elle est au niveau 0, donc elle n'est pas forcément intéressante au niveau de l'altitude, et en plus de ça elle est salée, donc c'est une eau qui est polluée au sens de l'utilisation que nous on pourra en avoir, soit dans l'agriculture, soit en tant qu'être humain pour nos usages et tout. Elle n'est pas utilisable. Donc c'est une eau, donc on a bien nos molécules d'H2O qui sont là, mais voilà, c'est une eau qui est abondante et qui n'est pas utilisable en l'état. Et donc cette eau-là représente 97,4% de la masse d'eau totale qui est présente sur la Terre. Donc voilà, c'est l'énorme majorité de l'eau qui se retrouve dans la mer sous forme d'eau salée. Après, on a encore 2% d'eau, alors là, qui vont être de l'eau douce, qui vont être immobilisées sous forme de glaciers, de glace, soit dans les banquises, soit en haut des montagnes. Voilà, donc ça, c'est de l'eau qui est pas utilisable, parce qu'elle est gelée, elle est à l'état solide. Et donc là, on est à 99,4% de l'eau de la planète qui est non utilisable.
utilisable et il ne reste donc plus que 0,6% de l'eau. Alors le cycle de l'eau, hein, l'idée c'est que avec l'énergie solaire, elle va s'évaporer là où elle est présente en surface, hein, donc que ça soit en surface des continents ou des océans, et cette eau après va aller pleuvoir plus loin à un autre endroit. Et il s'avère que il y a un différentiel entre l'eau qui s'évapore depuis la mer et l'eau qui s'évapore depuis la terre. Il y en a plus qui va s'évaporer depuis la mer et tomber sur la terre. Il y en a moins qui va s'évaporer de la terre et tomber dans la mer. Et on a chaque année un différentiel de 40 000 km3 d'eau. Hein. Donc 40 000 km3, ça fait un beau volume. 40 000 km3 d'eau qui vont être évaporés de la mer pour aller se pleuvoir sur les terres. Et donc ces 40 000 km3 là, c'est ce qu'on va appeler l'eau douce liquide, c'est ça qui va nous être utilisable pour nous, et donc ça représente que 0,6% de l'eau totale de la planète. Et alors sur ces 0,6% là, la très grosse majorité en fait va être de l'eau qui va s'infiltrer dans le sol, qui va passer dans le sous-sol et qui va reboucler comme ça, qui va redescendre jusqu'à la mer, parce que l'eau ça va pas s'accumuler dans les terres à l'infini, donc pour que ça boucle, il faut que ces 40 000 km3 d'eau qui tombent sur la terre finissent par retourner dans la mer. Donc il y en a une petite partie qui va être dans les lacs et les rivières, mais c'est vraiment une partie extrêmement minoritaire de cette eau. La très grosse majorité de cette eau va s'infiltrer dans les sols et passer par les sols. Donc c'est de l'ordre de 95% de l'eau qui passe dans le sous-sol et 5% qui va circuler par les rivières et les lacs. Et donc on comprend que l'essentiel de l'eau douce liquide qu'on va pouvoir utiliser et se trouve essentiellement dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques. Alors les nappes phréatiques, enfin moi le premier d'ailleurs, on a tendance à s'imaginer que c'est une sorte de grand réservoir souterrain. On s'imagine un grand lac très sombre avec une eau cristalline, limpide, où il y a des petites gouttes qui tombent dedans, ça fait plouc et ça résonne dans une cave. Et c'est pas du tout ça en fait une nappe phréatique, on s'imagine ce genre de choses, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en vrai. En fait, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a de l'eau partout dans le sol, en dessous de nous, et que le sol va pouvoir être capable de retenir plus ou moins d'eau selon sa porosité, sa nature. On va revenir un peu sur le sujet là tout de suite après. Et en fait, c'est tout le sol qui va contenir de l'eau, qui est en pente jusqu'à l'océan. Et on va avoir un énorme tapis roulant d'eau qui va glisser depuis tous les endroits du sol, de la Terre, jusqu'à l'océan, jusqu'à arriver jusqu'à l'océan, avec les rivières et les fleuves qui sont en fait des canaux de drainage de ces nappes phréatiques qui sont dans le sol, et tout ça voilà va glisser petit à petit jusqu'à l'océan. Alors donc l'eau va se retrouver dans le sol et va glisser comme ça jusqu'à la mer. Alors c'est pas toute l'eau qui va glisser, parce qu'il y a une énorme partie de l'eau qui reste captive dans le sol, qui peut pas se déplacer, qui est accrochée à la matière. Donc il y a des forces d'attraction liées à la matière qui vont faire que toute l'eau qui est plus proche de la matière que de 0,1 micron va pas pouvoir s'écarter de la matière. Elle est vraiment collée. On dit que l'eau elle est adsorbée, pas absorbée mais adsorbée avec un D, et vraiment c'est une eau qui est coincée, qui est retenue et qui va pas pouvoir couler. De 0,1 micron à 0,5 micron, là on a encore une eau qui pourra pas se déplacer, qui est collée par gravité au matériau. Par contre, les plantes vont pouvoir l'utiliser, celle-là, avec les racines, elles seront capables d'arracher cette eau qui est entre 0,1 et 0,5 micron. Là, on va parler d'eau pelliculaire. Alors, c'est une eau qui est très intéressante justement parce que voilà, c'est une eau qui va être disponible pour les plantes et qui va rester dans votre sol, qui va être collée à votre sol, voilà, qui va pas pouvoir couler par gravité. Et là, les plantes vont pouvoir aller se servir dedans. Donc, c'est vraiment une réserve d'eau très intéressante dans votre sol que les plantes vont pouvoir utiliser. Et au-delà de 0,5 micron de distance à notre grain, à notre texture qui fait notre sol, là, l'eau va être libre, elle va pouvoir se déplacer, elle va pas être retenue par gravité. Donc déjà on a toute cette partie de l'eau qui est entre 0 et 0,5 microns de chaque élément qui va être retenu par le sol. Donc vous imaginez bien que plus votre sol est constitué d'éléments très fins, plus cette surface de 0 à 0,5 microns va être importante et présente partout. Et donc plus on va avoir d'eau qui va être stockée dans notre sol et qui en même temps ne pourra pas bouger, qui va pas pouvoir se déplacer librement dans le sol. C'est typiquement sur les argiles par exemple, qui sont constituées d'éléments extrêmement fins, tout ce qui va être les limons, tout ça. On va avoir une capacité à retenir l'eau très importante à cause de ça justement, parce qu'on va avoir
énormément de grains microscopiques qui, entre 0,1 et 0,5 microns, vont retenir plein d'eau qui va rester dans le sol, qui va pas pouvoir couler et dans lesquelles les plantes vont pouvoir piocher. Donc voilà, c'est l'intérêt un peu d'avoir des argiles dans son sol, c'est que ça retient bien l'eau. C'est pour ça, c'est à cause de cette eau pelliculaire qui est autour de la matière, qui est retenue par la matière et qui va pas tomber par gravité. À l'inverse, si vous avez beaucoup d'éléments beaucoup plus grossiers, comme des gros grains de sable, eh bien, la surface d'eau pelliculaire va être beaucoup plus réduite et vous aurez une capacité de stockage de l'eau de votre sol beaucoup moins importante que voilà, sur des argiles beaucoup plus fines. Et donc on a cette capacité à retenir l'eau des éléments de la matière. Et ce qui va être important également, c'est de voir la porosité de la matière, c'est-à-dire le nombre de vides qu'il y a par rapport à la matière que constitue notre sol. Et plus cette part de vide va être importante, plus ça va être capable de retenir de l'eau. Mais en même temps, plus les grains vont être fins, plus cette eau-là va être mobilisable ou pas, va être libre, va pouvoir se déplacer. Et donc je vous mets cette courbe là assez intéressante qui montre selon les matériaux en fait, la capacité qu'ils ont à retenir de l'eau au global, quel pourcentage du volume du matériau il est capable de stocker en eau, et dans ce volume là quelle est la part qui est vraiment déplaçable en fait, puisque plus les matériaux sont fins, plus cette eau est collée à la matière, comme on a vu juste avant, parce qu'elle est en dessous de 0,5 microns de distance de nos grains très fins de matière qui sont très nombreux. Et donc on voit que c'est les sables et les sables grossiers qui sont capables d'avoir la plus grande capacité à faire circuler de l'eau, à avoir une grande quantité d'eau libre par rapport au volume qui les constitue. Parce que ils ont à la fois beaucoup de porosité et en même temps une rétention relativement faible, ce qui fait que l'eau qu'ils contient, elle va pouvoir circuler facilement. Donc pour cette capacité à retenir l'eau, on comprend que le tassement est très important, le tassement du sol, puisque si on va tasser notre sol, les trous qu'il va y avoir dans notre sol pour qu'il y ait de l'eau qui s'insère dedans vont être plus réduits. Vraiment, la matière va vraiment se coller, va se réagencer pour essayer de s'ajuster au maximum. Et donc on aura moins d'espace pour pouvoir stocker de l'eau. Donc sur un sol tassé, forcément, on a moins de capacité à retenir de l'eau. D'où l'intérêt d'avoir des sols aérés dans notre jardin si on veut stocker un maximum d'eau dans notre sol. Donc là-dessus, il faut s'imaginer notre eau qui pénètre dans le sol, qui descend dans les différentes strates qui sont dans notre sol. Et il va y avoir des strates qui vont être étanches à l'eau, typiquement les strates d'argile. Une fois qu'elles vont être gorgées d'eau, l'eau qui va rentrer dedans va être accrochée à l'argile, comme on a vu ça juste précédemment. Et il va y avoir très peu d'espace pour qu'il y ait de l'eau qui circule dedans. Elle va être collée. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que ces strates d'argile, dès qu'elles vont être remplies d'eau, elles vont devenir comme imperméables en fait, elles vont pas laisser passer de l'eau parce que l'eau en fait est bloquée, elle peut pas se déplacer dans l'argile, et donc on a une conductivité très faible en fait de l'eau dans ces matériaux là. Par contre on va avoir des matériaux qui vont bien conduire l'eau, donc comme on a vu les sables grossiers, on peut également avoir des calcaires, tout ce qui va être roche sédimentaires comme les calcaires peuvent être soit très mal conduire l'eau parce qu'elles sont encore jeunes, elles sont en bon état, elles sont pas elles sont pas encore cassées, mais à l'usage avec le temps, l'eau va creuser des chenaux dans ces roches calcaires. On va appeler ça des aquifères karstiques. C'est des sortes de, faut s'imaginer qu'il y a des sortes de tuyaux de l'ordre de la dizaine de centimètres qui auront fondu avec le temps, et puis l'eau aura agrandi le tuyau. Au début c'était une petite fissure, et puis avec le temps elle l'a de plus en plus dissous, et on peut se retrouver dans les calcaires comme ça avec de véritables petites rivières souterraines. Donc on a les graviers qui vont bien permettre à l'eau dans le sol de conduire, de se déplacer, et on va avoir des vitesses de circulation de l'eau très différentes selon les matériaux. Donc ça peut aller du kilomètre par an pour des matériaux qui vraiment conduisent très peu l'eau, et que l'eau elle va glisser vraiment tout doucement. Donc 1 kilomètre par an, voilà, vous imaginez le temps qu'il faut pour que l'eau retourne à la mer, jusqu'à 1 kilomètre par jour, typiquement, voilà, sur ces calcaires karstiques là, avec des grands canaux où l'eau va pouvoir couler dedans en profondeur. Donc là, l'eau va pouvoir avancer jusqu'à 1 km par jour. Donc on a des différences de possibilités de circulation de l'eau dans les nappes en sous-sol qui sont très variables. Et comme je vous ai dit, je vous parlais de 1 km par an pour ce qu'on appelle les aquifères sédimentaires. Donc c'est pour ça qu'on parle de recharge pluriannuelle des nappes. Faut pas s'imaginer que dès qu'il y a une pluie, voilà, la nappe va être rechargée. La nappe, c'est vraiment une sorte de tapis roulant d'eau, comme je vous expliquais, mais qui peut mettre l'eau qui va tomber à un endroit, peut mettre plusieurs années avant de se retrouver à la mer. Donc la vidange complète de la nappe va prendre plusieurs années selon l'endroit où on se trouve et puis selon l'aquifère.
et la vitesse à laquelle l'eau circule dedans. Donc c'est pour ça qu'on parle de recharge pluriannuelle, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment qui est instantané. Il y a plusieurs années d'eau qui peuvent circuler sous le sol. Et tout ça converge, parce qu'il y a de l'eau qui vient de plus loin, plus celle qui s'est infiltrée par au-dessus. Donc elles se retrouvent, elles viennent pas forcément du même endroit, de la même époque, et elles circulent plus ou moins doucement en sous-sol. Alors je vous ai parlé du mot d'aquifère. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a les nappes phréatiques et les aquifères. Les aquifères, c'est les couches en sous-sol qui permettent à l'eau de circuler, qui conduisent l'eau. Donc c'est les couches géologiques qui laissent passer l'eau, contrairement aux couches imperméables, qui elles par contre contraignent les aquifères, justement, empêchent que l'eau remonte au-dessus ou descende en dessous, parce que l'eau peut pas se passer au travers. Alors, soit imperméable parce que justement conductivité très faible, comme avec des argiles très très denses par exemple, ou de la marne. Ou alors parce que on est sur le plancher granitique, par exemple, sur un plancher granitique, une roche pas sédimentaire, pas du tout fissurée, qui laisse pas du tout passer l'eau. Et là, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'imperméable à l'eau. Donc on va avoir une alternance de couches perméables, de couches imperméables, et l'eau va circuler dans les couches perméables. Et la nappe phréatique, c'est l'eau qui va circuler dans l'aquifère. Donc voilà, l'aquifère, c'est ce qui va contenir la nappe phréatique. Et la nappe phréatique, c'est vraiment notre eau qui va circuler dedans. Quand notre nappe va se retrouver dans un aquifère qui n'a pas de toit au-dessus, qui n'a pas de couche géologique au-dessus qui est étanche, c'est-à-dire que au-dessus, après il va arriver à l'air libre, à la surface topographique. Là, dans ce cas-là, on dit que la nappe est libre et qu'elle n'est pas contrainte. Dans les autres cas où il y aurait un toit au-dessus, on dit que la nappe est contrainte et que elle peut pas remonter parce que voilà, il y a une couche hermétique, étanche, qui l'empêche de remonter. Alors il y a une notion qui est intéressante à comprendre, c'est ce qu'ils appellent le niveau piézométrique au niveau des nappes, c'est-à-dire que sur une nappe libre, le niveau piézométrique de la nappe, ça va être le niveau de la nappe, parce qu'elle n'est pas contrainte, donc elle va se mettre au niveau auquel sa pression devrait l'amener. À l'inverse, une nappe qui va être contrainte, qui va avoir un toit, son niveau piézométrique peut être au-dessus de là où elle est, c'est-à-dire qu'elle est sous pression sous son toit. Et si jamais on creuse un trou et qu'on met une paille dedans, qu'on fait un puits, l'eau va remonter en fait pour se mettre au niveau auquel elle aimerait être et auquel elle peut pas arriver parce qu'elle est bloquée par un toit. Et donc le niveau piézométrique, c'est justement ce niveau auquel la nappe se mettrait naturellement si elle n'avait pas de toit. Et comme elle est bloquée par le toit, elle peut pas y aller. Mais si on enlève le toit, qu'on creuse un tuyau, qu'on met un puits, voilà, le niveau piézométrique, c'est là où elle va aller. Donc c'est pour ça qu'on peut, par exemple, typiquement, on pourra avoir des nappes contraintes où on peut creuser, on passe à travers une couche d'argile avec un forage. On a de l'eau qui va être que par exemple à 50 mètres de profondeur, et quand on va percer le forage, qu'on va arriver dans la nappe qui est contrainte, l'eau va tout de suite remonter et par exemple se mettre à moins 10 mètres, alors qu'on a creusé à 50 mètres et on va se retrouver d'un coup avec de l'eau à 10 mètres, parce qu'on a percé une nappe contrainte dont le niveau piézométrique était à 10 mètres de profondeur. Alors le niveau piézométrique, normalement on parle en altitude par rapport au niveau de la mer, voilà, mais pour la simplification, je vais parler de profondeur par rapport au niveau topographique par rapport à notre sol. Et voilà, on avait l'eau qui était à moins 50 mètres et puis en fait elle était sous pression, et dès qu'on creuse, elle va se mettre à moins 10 mètres et son niveau piézométrique est de moins 10 mètres. Et alors, petit truc également qui peut arriver, c'est que le niveau piézométrique, la pression peut, dans certaines circonstances de pression, si la pression vient de beaucoup plus haut sur un terrain qui est en pente et que l'eau est en pression là et que nous on est là, et en fait si on creuse, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle un puits artésien, c'est-à-dire que en fait le niveau piézométrique de l'eau de la nappe qu'on a creusée est au-dessus du niveau du sol, et donc on a de l'eau qui jaillit toute seule. Voilà, c'est ce qu'on appelle un puits artésien. Et donc chose intéressante à noter, c'est que chaque fois que la surface piézométrique d'une nappe phréatique va atteindre la surface topographique, la surface du sol, va se confondre avec la surface du sol, et là on va avoir une source qui va apparaître, et donc la nappe phréatique va se transformer en eau d'écoulement qui va ruisseler sur la surface topographique. Ainsi, on va avoir des nappes phréatiques sous le sol qui vont descendre petit à petit jusque aux rivières. Les rivières vont être des sortes de canaux de drainage en fait des nappes phréatiques. Il faut comprendre qu'il y a les rivières, en fait, il y a de l'eau également en dessous des rivières, que c'est les nappes phréatiques qui alimentent les rivières, pas forcément l'eau de pluie qui coule en surface. Alors en partie, les rivières sont alimentées par l'eau de ruissellement. Ça c'est expliqué dans les dernières vidéos du cours dont je vous ai parlé, c'est intéressant. Il explique les 3 types de recharge des rivières. Donc le ruissellement
ruissellement vraiment de surface, le ruissellement un peu de profondeur dans, disons, le premier mètre, et puis vraiment après la recharge par la nappe qui va couler doucement jusqu'à la rivière. Et c'est pour ça qu'en été, même s'il pleut plus, on a encore de l'eau qui coule dans les rivières, parce que c'est les nappes qui se déchargent petit à petit dans les rivières, avec les rivières qui drainent les nappes phréatiques. Et voilà, c'est pour ça que la Garonne en été, il y a encore beaucoup d'eau et qu'elle n'est pas à sec, alors qu'il peut ne pas avoir plu depuis un mois. Alors que l'eau de ruissellement, elle va pouvoir descendre à la rivière de l'ordre de 24 heures, elle va arriver en coulant en surface, elle va arriver à la rivière, et l'eau un peu plus en profondeur, elle va mettre un peu plus de temps, mais enfin ça va pas non plus mettre énormément de temps. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Je vois passer des tweets là de gens qui disent ils nous disent qu'il n'y a pas d'eau, mais regardez les rivières, il n'y a jamais eu autant d'eau dans les rivières. Donc les rivières, en fait, là, l'eau qu'on voit dedans, là, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, donc c'est l'eau de ruissellement, c'est l'eau qui a plu, qui a ruisselé sur le sol. Alors c'est le problème, c'est que avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de beaucoup d'eau qui tombe d'un coup, et donc l'eau, elle n'a pas le temps d'être absorbée par le sol, donc elle va ruisseler le long du sol, puis elle va couler à la rivière. On va avoir des rivières dont le niveau d'eau va monter très fort. D'ailleurs, en montant très fort, là, quand l'eau est très haute dans la rivière, le niveau de l'eau peut être au-dessus du niveau piézométrique de la nappe, et donc la rivière va recharger un petit peu la nappe. D'ailleurs, une partie de cette eau va recharger la nappe, mais pour l'essentiel, elle va vite couler, puis elle va partir à la mer. Et donc c'est une eau qui, certes, il y a eu des précipitations concrètement sur le sol, mais elles seront vite parties à la mer, et on n'en aura rien fait. Donc voilà, c'est un peu de l'eau perdue. Et donc c'est le réchauffement climatique qui amène en partie à des événements plus durs de pluie, avec des orages très forts, avec l'eau qui n'a pas le temps d'absorber. Et puis également les pratiques agronomiques qu'on utilise, avec des sols trop labourés qui se tassent très vite, avec une porosité artificielle qui au premier orage en fait va se tasser, des sols compacts qui laissent pas passer l'eau, qui boivent pas bien l'eau. Et donc là typiquement passer sur des techniques de semi-direct sous couvert par exemple, et de non-travail du sol, ça peut être très intéressant dans la capacité des sols justement à retenir l'eau et à bien l'absorber. Donc je pense que c'est des techniques, en plus c'est des techniques qui sont vraiment pas mal rentables quand elles sont maîtrisées. Je vous envoie sur les vidéos de Vers de Terre Production par exemple, qui a interviewé pas mal d'agriculteurs en semi-direct sous couvert. Moi c'est une technique dans laquelle je crois beaucoup. J'avais fait une vidéo sur le glyphosate à ce sujet-là, parce que c'est un peu un problème, c'est qu'ils ont besoin d'un petit peu de glyphosate pour arriver à tenir ces itinéraires techniques. Pas forcément à tous les coups, mais une fois de temps en temps par sécurité, si jamais il y a un engrais vert qui marche pas bien, il peut y avoir besoin d'un peu de glyphosate. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo un peu pour défendre le glyphosate, ses rapports justement à ces techniques-là de semi-direct sous couvert. Et ces techniques-là sont aussi également quelque chose de très important pour la question des nappes phréatiques, puisque si on a des champs qui sont moins tassés et qui laissent bien passer l'eau, on va avoir une meilleure recharge des nappes, avec une eau qui va descendre en profondeur et qui va pas ruisseler sur le sol jusqu'à la rivière et très vite être drainée à la mer. Elle va pouvoir descendre et puis après faire son chemin dans la nappe phréatique tout doucement et faire la recharge pluriannuelle, et puis on va pouvoir utiliser cette eau. Donc pour cette vidéo, je mets un peu de côté la possibilité d'avoir des aquifères non renouvelables avec des nappes phréatiques fossiles. Donc c'est des situations qui peuvent exister. D'ailleurs du côté nous dans le sud-ouest, là on en a une pas trop loin. Et justement il en parle dans son cours, Monsieur Amiot Suchet, à Saint-Jean-d'Illac, donc pas loin de Bordeaux, dans mon coin, où on a des nappes fossiles en fait, ou qui se rechargent très lentement, et dans lesquelles on pioche. Alors des nappes fossiles comme ça, par exemple, je sais qu'il y en a une en Californie, toute la culture d'amandes en Californie, elle est faite sur une nappe fossile qui sont en train de vider. Là où il y avait eu le Dust Bowl également aux États-Unis, ils ont fait des cultures dessus, mais c'est pareil, ils piochent dans une nappe fossile, dans 30 ans, elle aura été vidée. Je sais que au Sahara aussi, pareil, ils piochent dans une nappe fossile de l'eau qui est retenue en profondeur, mais qui est pas rechargée. Puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Là, moi, je mets un peu de côté ce cas-là, parce que c'est quand même vraiment pas le cas majoritaire en France. Faut vraiment s'imaginer qu'on a des bassins sédimentaires pour l'essentiel, avec l'eau qui, c'est là qu'en plus c'est la plus grande partie de la population, parce qu'on a des zones granitiques, montagneuses, avec des nappes phréatiques très fines, et puis beaucoup de roches non sédimentaires qui vont pas bien garder l'eau, typiquement le Massif central, les Alpes et tout, mais c'est pas là qu'on a les plus grosses populations. Donc l'essentiel des populations sont dans les bassins sédimentaires le long des grands fleuves, et c'est là que justement on va avoir ces nappes de type sédimentaire qui vont couler comme ça jusque à la mer.
Alors je vous parlais de ce niveau piézométrique par endroit en fait, donc c'est-à-dire l'altitude à laquelle se trouve la nappe selon les endroits, et donc on va avoir des sortes, on va pouvoir relier en fait entre eux les points qui ont la même profondeur piézométrique, enfin altitude piézométrique de la nappe, et on va pouvoir tracer ce qu'on appelle des isopièzes sur les cartes, et ça va faire comme des courbes de niveau, comme quand on dessine les courbes de niveau pour les montagnes, la surface topographique, et bien là on va pouvoir dessiner une sorte de courbe de niveau comme une sorte de montagne et tout, mais avec la nappe phréatique, et donc on va pouvoir dessiner la nappe phréatique. On va pouvoir la visualiser, voir dans quel sens elle coule, à quelle vitesse en fait la nappe descend jusqu'à la rivière. Et puis après jusqu'à la mer. Et ces courbes piézométriques sont super intéressants. Ça permet de savoir par rapport à où on se trouve nous sur la carte, où est-ce que notre eau qui coule, ce qui s'insère dans notre sol, va circuler, puisqu'elle va circuler en fait sur la ligne de. Faut s'imaginer que c'est comme si vous lâchez une bille en fait sur une montagne, que les isopièzes traçaient un relief de montagne, et la bille elle va couler, elle va glisser comme elle ferait sur une montagne, sur la ligne de plus grande pente jusqu'à la mer. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'arriver à trouver des courbes piézométriques de votre région. Ça peut permettre de savoir en fait où l'eau qui va tomber dans votre sol, et donc l'eau également que vous allez utiliser pour arroser, va partir. Ça peut être un peu assez intéressant, on en reparlera plus tard, pour essayer d'évaluer un peu l'impact de notre usage de l'eau, notamment au jardin. Et donc cette logique de où est-ce que part notre eau, c'est un peu la logique de ce qu'on appelle de bassin versant. Donc le bassin versant, c'est en fait tous les endroits où la pluie en fait va tomber et elle va couler jusqu'à là où l'endroit qui m'intéresse. Donc typiquement on va regarder là, nous dans le sud-ouest, là où je me trouve, on est dans le bassin versant Adour-Garonne, où en fait toute l'eau de la Dour et de la Garonne va se couler jusqu'à arriver au même endroit, donc dans la Garonne ou dans la Dour. Voilà, et donc on va avoir, typiquement quand on va être en haut d'une colline, il y a une partie de l'eau qui va tomber d'un côté et une partie de l'autre. Et là on va avoir la ligne de séparation des eaux, l'endroit où une partie de l'eau va aller dans tel bassin versant, puis l'autre va aller dans tel autre bassin versant. Donc c'est un peu cette même logique que je vous disais, on lâche une bille et puis on regarde où est-ce qu'elle glisse le long du profil de la courbe piézométrique de la nappe phréatique, et on voit par où passe notre eau pour arriver jusqu'à la mer. Et donc une fois que vous avez identifié votre bassin versant, vous pouvez faire des recherches sur internet. Donc nous on a un site typiquement de la gestion de l'eau du bassin Adour-Garonne, où il y a énormément d'informations dessus. Notamment on a des informations sur la pollution au nitrate des sols. Voilà, c'est un sujet dont on parlera peut-être un peu plus tard également. Des cartes sur le niveau de pression, sur la ressource, enfin énormément de choses. Voilà. Donc une fois que vous avez identifié votre bassin versant, vous pouvez obtenir plus de documentation sur comment il fonctionne, un peu également des textes explicatifs sur la géologie de la nappe phréatique, des aquifères, comment tout ça fonctionne, par où l'eau passe, comment ça circule. Les situations sont vraiment très différentes d'une personne à l'autre. Et ça peut être intéressant de voir comment fonctionne votre aquifère, votre bassin versant. Il y en a qui sont plutôt généreux en eau, d'autres qui vont être plus durs. Donc les situations hydrologiques vont pas être les mêmes où qu'on se trouve en France. Donc voilà, nous typiquement dans le sud-ouest, le bassin Adour-Garonne, il est assez généreux. On a pas mal d'eau là-dessus. Il y a quand même une contrainte qui va s'amplifier, mais on n'est pas les plus à plaindre au niveau de l'eau. Typiquement, je voyais, il y a eu un monde de Jamy là qui est passé, c'était hier soir justement, sur ce sujet de l'eau, sur la Vendée, ou en région côtière en fait, ils n'ont pas d'eau potable, ils sont vraiment au bout de la nappe phréatique. La surface piézométrique, c'est quasiment la surface de la mer, et donc ils font venir de l'eau à distance, ils la stockent dans des grands réservoirs naturels, des carrières, des choses comme ça, des barrages, pour avoir de l'eau potable après qu'ils purifient et puis qu'ils utilisent pour alimenter la population de la côte. Donc voilà, là typiquement en Vendée, quand on est sur la côte, il y a une grosse contrainte sur l'eau. J'imagine qu'il y a d'autres endroits où vraiment il y a énormément d'eau, où c'est abondant, il y aura moins de contraintes. Donc c'est à chacun de s'adapter en fonction de sa région et de l'abondance de l'eau. Il faut bien comprendre que s'il y a de l'eau en abondance, parce que c'est comme ça un truc qui tourne en permanence et que ça coule et puis que ça va à la mer et puis que ça revient et puis que ça va à la mer, c'est pas la peine de se restreindre au-dessus de ce que on peut piocher dans le sol. Si vraiment il y a de l'eau en abondance, il n'y a pas de raison de se restreindre puisque c'est renouvelé en permanence, et puis ça coule, il y a le tapis roulant qui coule comme ça revient. Alors certes le tapis roulant s'affaiblit petit à petit,
il y en a de moins en moins, mais tant que on pioche moins que ce que le tapis roulant est capable de fournir, il n'y a pas de souci, on peut piocher dedans. Donc vraiment la problématique se pose quand on commence à piocher plus. Alors on va avoir également une autre problématique sur les bassins versants, c'est qu'une part des eaux ne sera pas utilisable parce qu'elle va être trop polluée, en tout cas utilisable en tant qu'eau potable, mais on pourrait très bien imaginer l'utiliser pour de l'eau d'irrigation par exemple, pour les agriculteurs. Donc voilà, c'était une grande partie un peu introductive pour bien situer comment fonctionnaient les nappes phréatiques. Enfin vraiment, je suis passé très vite. N'hésitez pas à aller voir le cours de Monsieur Amiot Suchet là sur le sujet. Vous aurez plus d'informations. J'ai essayé de dire ça le mieux que je pouvais avec mes petits mots que j'assemble un peu comme je peux. Mais voilà, je pense que l'essentiel de comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas voilà des lacs souterrains dans lesquels on pioche. C'est vraiment une sorte de tapis roulant d'eau qui glisse tout doucement, petit à petit, jusqu'à la mer. Ça peut prendre plusieurs années d'ailleurs via les nappes profondes. Et voilà, c'est vraiment que de là que vient notre eau. Alors j'en viens du coup à notre sujet, c'est-à-dire l'arrosage du potager, le fait d'utiliser l'eau au jardin et du fait qu'on soit des criminels à cultiver des tomates. Et là, j'ai envie de dire, déjà, non, on n'est pas des criminels à cultiver des tomates, déjà, soyons clairs, mais ça va dépendre quand même beaucoup de la situation de chacun et où est-ce qu'on se situe par rapport au bassin versant dans lequel on est. Alors, on a tendance à dire que toutes les pluies qui tombent, toute l'eau qui tombe en fait entre le printemps et l'été, et pas une pluie et une eau qui va pouvoir recharger la nappe phréatique parce qu'elle est utilisée par la végétation pour pousser. Donc typiquement s'il pleut là sur l'herbe, il y a pas d'eau qui va pouvoir couler jusqu'à la nappe phréatique. Toute cette eau là va être utilisée par la végétation pour pousser. Donc effectivement au printemps, toutes les pluies de printemps et d'été, c'est pas de l'eau qui va recharger les nappes. Dans le cas de nous, l'utilisation qu'on fait de l'eau au potager, l'idée c'est de cultiver uniquement nos légumes et puis on cultive pas dans l'herbe. Donc il y a une bonne partie de l'eau qu'on va pouvoir utiliser en arrosant notre potager qui va pouvoir s'infiltrer dans le sol. Donc on n'a pas cette problématique là du fait que l'eau qu'on va utiliser ne va pas pouvoir descendre à la nappe parce que on a juste notre culture, notre légume qui certes va capturer une partie de l'eau, mais une bonne partie va quand même pouvoir s'infiltrer et descendre. Donc on va avoir une première partie déjà de l'eau qui va s'évaporer en surface, et puis également les légumes vont évapotranspirer, donc les légumes utilisent de l'eau pour constituer leur propre matière, pour faire de la photosynthèse, et également de l'eau pour activer une sorte de pompe qui est la transpiration des légumes en fait au niveau du feuillage. Ils vont évaporer de l'eau et en évaporant cette eau en fait ça va activer une pompe qui va faire monter l'eau au niveau du sol, qui va faire monter la sève brute qui va contenir les éléments qui auront été piochés dans le sol en plus de l'eau. Voilà, ça active cette sorte de pompe qui permet de remonter du coup ce qu'il va trouver dans le sol, c'est-à-dire les nitrates, les phosphates, enfin tout ce dont les plantes ont besoin pour pousser, l'azote, phosphore, potassium, tout ça. Et donc voilà, elles vont évaporer de l'eau pour pouvoir activer cette pompe. C'est l'essentiel de l'eau qu'utilisent les légumes, c'est l'évaporation, bien plus que l'eau qui les constitue. Voilà, elles évaporent énormément. On va avoir également une partie de l'eau qui va être au niveau du sol, avec la chaleur qui va taper le sol, cette eau va s'évaporer. Et également, on va avoir des pertes à ce niveau-là, donc d'évaporation. Donc déjà, il y a une partie de l'eau qui va d'arrosage qu'on va utiliser, qui va partir dans l'air. Et là, il faut s'imaginer, par exemple, essayer de voir un peu les cartes des vents et là où vous vous trouvez en France par rapport à cette problématique-là. Donc moi, typiquement dans le sud-ouest, je vais avoir des vents d'ouest et toute l'évaporation qu'il pourrait y avoir dans mon jardin, ça va constituer des pluies qui vont aller pleuvoir dans le massif central. Et donc ça va aller arroser des champs quelque part, donc c'est pas non plus de l'eau perdue, donc quand on dit l'eau elle s'évapore, elle n'est pas forcément perdue pour tout le monde, selon où vous êtes et les vents dominants. Donc alors nous entre les tropiques et les pôles, on va avoir des vents dominants qui sont généralement d'ouest, et à l'inverse entre les deux tropiques et puis l'équateur, là on va avoir des vents dominants qui sont plutôt d'est, les alizés. Donc voilà, sur notre partie à nous on va avoir plutôt des vents dominants d'ouest, et donc là moi dans le sud-ouest là ça va emmener l'eau qui s'évapore dans les terres et ça va faire pleuvoir plus loin. Donc voilà, c'est pas forcément de l'eau perdue, l'évaporation c'est pas forcément voilà, perdu de base. Alors après ça dépend où on se trouve. Typiquement, je vois Olivier qui est à Béziers, lui il va voir la Tramontane, ou André qui est à Cannes. Alors je sais pas si à Cannes il y a encore le Mistral, mais voilà, ceux qui vont être à Marseille et tout, ils vont voir le Mistral. Donc là on a des vents très forts et qui vont emmener tout ce qui va s'évaporer, ça va être emmené vers la mer, et donc là ça va emmener l'humidité vers la mer pour que ça pleuve sur la mer. Donc voilà, donc là pour le coup l'évaporation dans ces régions-là, c'est de l'eau qui va être perdue pour au global, parce qu'elle va retourner à l'eau salée, et donc on va passer d'eau potable, d'eau utilisable à de l'eau salée. Donc voilà, donc là on a clairement une évaporation qui est beaucoup moins intéressante que moi typiquement l'évaporation que je pourrais avoir dans le sud-ouest.
Et donc là, je réfléchis en termes d'impact environnemental en fait de notre usage de l'eau. Hein. Voilà, on essaie vraiment de tirer la ficelle jusqu'au bout. Donc là-dessus, toute cette eau qu'on va utiliser pour l'arrosage, qui ne va pas être utilisée par les plantes pour constituer leur matière, qui ne va pas être évaporée, elle va continuer son chemin et elle va couler. Alors elle va pas faire des écoulements superficiels ou hypodermiques qui peuvent arriver justement quand il y a des grosses pluies, ces écoulements en fait qui emmènent l'eau directement à la rivière dont je vous ai parlé un peu précédemment. Là, c'est l'écoulement superficiel, donc c'est vraiment la surface, hein, ça coule sur la surface. L'écoulement hypodermique, c'est l'écoulement qui va se faire en gros dans le premier mètre, dans la partie meuble du sol, là où typiquement on pourrait y avoir des galeries de campagnols, les racines, des trous un peu partout. L'eau peut s'infiltrer puis couler un peu en profondeur. Voilà, ça c'est l'écoulement hypodermique. Nous, quand on arrose, hein, l'idée quand on arrose, c'est que le sol est sec, hein, c'est qu'il n'y a pas d'eau justement, et donc on va pas avoir de saturation de cette couche, cette première couche de sol. C'est quand cette couche de sol là est saturée qu'on va avoir ces écoulements superficiels hypodermiques qui vont emmener l'eau directement aux rivières. Donc là, comme on arrose alors que c'est sec, il y a de très bonnes chances pour que toute cette eau-là, en fait, puisse descendre en profondeur et commencer son chemin vers la nappe phréatique. Et donc l'eau qu'on va utiliser au jardin, pour une grande partie, elle va s'infiltrer et puis repartir à la nappe phréatique. Alors ça ne veut pas dire que cette eau va être forcément réutilisable, hein, parce que comme on a vu tout à l'heure, après, il faut s'imaginer que notre bille, après, elle va couler le long du bassin versant jusqu'à la rivière et puis après jusqu'à la mer. Voilà, pour que ça puisse boucler, il faudrait, si on utilise l'eau du robinet par exemple pour arroser le potager, il faudrait que là où on arrose, cette eau, l'eau de la nappe phréatique après coule jusqu'au point de captage en fait d'eau qui va être utilisé pour après être réinjecté dans le château d'eau puis repartir dans notre réseau. Donc c'est pas du tout dit qu'on soit en amont du point de captage d'eau potable, et il peut très bien que l'eau qu'on renvoie à la nappe phréatique, après c'est une nappe qui soit pas utilisée parce que polluée, parce que plus utilisée, et qu'après tout ça, cette nappe-là part à la rivière, est drainée et puis parte à la mer. Donc là ça dépend vraiment de la situation de chacun. C'est pas du tout dit que l'eau qui s'infiltre dans votre sol après soit réutilisée derrière. Ça dépend vraiment voilà de la situation de chacun. Mais si par exemple vous avez un forage sur votre terrain, vous avez un puits et que vous prenez de l'eau directement dans la nappe et que vous arrosez votre jardin avec de l'eau que vous avez pris dans la nappe, toute l'eau que vous allez utiliser là, pour l'essentiel, va se réinfiltrer et repartir immédiatement dans la nappe là où vous l'avez prise, là où vous venez juste de la prendre. Je pense par exemple à Eric Souffleux qui a un forage, qui prend de l'eau dans la nappe pour arroser ses carottes. Alors il y a une partie qui s'évapore, mais enfin il est du côté de Saint-Nazaire, donc l'eau qui s'évapore à Saint-Nazaire, ça va juste faire pleuvoir sur la Beauce, hein, donc c'est pas de l'eau qui est perdue non plus. La partie qui va servir à faire pousser les carottes, c'est parfait, on transforme de l'eau en carottes, c'est un peu ce qu'on veut, donc c'est très bien. Et puis toute l'autre partie qui va s'infiltrer dans le sol, elle va redescendre à la nappe et puis elle va revenir là d'où elle est venue exactement, là où il l'a pompée, donc il y a zéro souci. Là dans cet usage-là de l'eau, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Je vois pas de problème particulier. Si on renvoie l'eau à la nappe, là d'où on vient de la prendre, voilà, faut juste pas arroser en plein cagnard, là où vraiment pourrait y avoir énormément d'évaporation. Et encore, comme je vous dis, l'évaporation à Saint-Nazaire, ça va faire des pluies sur la Beauce, donc c'est pas perdu pour tout le monde. Alors pour cette partie évaporation, on peut vraiment limiter cet impact-là, cette perte d'eau au potager qui justement va emmener l'eau dans le ciel. Pour ça, il faut vraiment essayer de limiter le vent au jardin. Donc, il faut vraiment pas mettre des potagers en plein vent. Il faut essayer de casser le vent dominant. Donc, pour ça, vous mettez des haies, des clôtures. Généralement, on dit que 1 mètre de hauteur de clôture, ça va couper le vent sur 10 mètres derrière. Donc voilà, si vous mettez une clôture de 2 mètres autour de votre potager, vous allez couper le vent sur 20 mètres de distance derrière, et ça va vraiment limiter l'évaporation au niveau de votre sol. Alors, chose évidemment à faire également, c'est de pailler votre sol. Si vous paillez votre sol, vous allez avoir, le soleil va pas pouvoir taper dessus, le vent non plus va pas pouvoir souffler dessus. Donc il va garder sa fraîcheur, il va garder son humidité et il va rester beaucoup plus facilement humide. Donc voilà, c'est un bon moyen de limiter ces pertes par évaporation. Et également, il faut éviter d'arroser en pleine journée, en plein soleil. Idéalement, vous arrosez soit le matin, soit le soir. Le mieux d'ailleurs, c'est le soir. Alors attention quand même, si vous avez une forte pression des limaces, hein, si vous arrosez le soir, vous créez vraiment une super discothèque à limaces. Il y aura à manger, de la fraîcheur, de l'humidité. Enfin, les limaces, ça va être la boum. Donc voilà, si grosse pression des limaces, les escargots, essayez
plutôt d'arroser le matin. Mais bon, normalement, l'idée, c'est quand même d'arriver à un potager où il n'y a pas trop de pression des limaces. Hein. Si vous avez trop de pression des limaces, c'est que il y a des actions à prendre de votre côté. Et normalement, le mieux, vraiment, c'est d'arroser le soir. Et là, l'eau a toute la nuit pour bien descendre dans le sol, bien se propager par capillarité partout. Donc voilà, vraiment le top, c'est d'arroser votre potager le soir. Voilà, après le repas, tranquillement. C'est un petit moment sympathique, surtout en été. Là, le soleil se couche tard. On fait un petit passage au jardin, on arrose tranquillement. Et là, vraiment, les légumes vont profiter au maximum. Alors, je vous parlais en début de vidéo de la valeur de l'eau, en fait, parce que certes, on ne détruit pas les molécules d'eau, mais elle va avoir plus ou moins de valeur, donc selon qu'elle est salée ou non, qu'elle est au niveau de la mer ou pas, et selon l'altitude à laquelle elle se trouve, et selon l'altitude à laquelle elle se trouve, on va pouvoir l'emmener un peu où on veut, enfin à n'importe quel endroit qui va être à une altitude moins basse. Par gravité, l'eau va couler, on va pouvoir l'emmener là où on veut. Typiquement, les châteaux d'eau vont être en hauteur, et puis l'eau par pression va pouvoir se propager partout. Alors normalement, on a un bar de pression dans l'eau par 10 mètres de hauteur de colonne d'eau. Donc si votre château d'eau par exemple est à 20 mètres de haut, vous allez avoir 2 barres de pression. S'il est à 30 mètres, vous allez avoir 3 barres et ainsi de suite. Donc on a toujours intérêt à essayer de stocker l'eau le plus haut possible pour qu'elle soit sous pression et qu'on n'ait pas besoin de rajouter de l'énergie en plus pour pouvoir mettre de la pression et puis l'envoyer un peu où on veut. Mais si jamais on a quand même l'eau qui est pas à la bonne hauteur pour qu'on puisse l'amener où on veut, on peut toujours utiliser des pompes pour faire circuler l'eau. Donc voilà, je suis allé regarder un peu sur internet, donc une pompe classique qui va faire 100 €, qui va consommer 1000 watts. Voilà, et là je suis allé regarder un peu et on va avoir des courbes en fait assez intéressantes qui montrent en fait en fonction de la puissance et puis la hauteur d'eau, le débit auquel on peut s'attendre. Et là on va prendre un débit typique là par exemple. Donc pour 2,4 kWh en fait, je vais pouvoir emmener 25 mètres cubes, remonter 25 mètres cubes de 10 mètres. Donc 25 mètres cubes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une grosse piscine. C'est une bonne piscine, donc on est quand même sur un gros volume. Et donc je vais pouvoir monter de 10 mètres de hauteur, 25 mètres cubes pour 2,4 kWh. Donc le mètre cube d'eau relevé de 10 mètres de hauteur, il revient à moins de 0,1 kWh. Donc c'est vraiment pas cher du tout, ça fait moins de 2 centimes pour remonter 1 mètre cube d'eau de 10 mètres de hauteur via une pompe. Donc remonter de l'eau par des pompes, c'est vraiment pas quelque chose de très onéreux et il faut pas trop hésiter à envisager ce moyen-là. C'est vraiment plutôt économique. Pour vous donner une idée, un radiateur électrique qui va pouvoir tourner, imaginons qu'il va utiliser du 1000 watts en gros sur une journée à tourner la moitié du temps. Donc il va utiliser 12 kWh sur une journée et là voilà, avec 12 kWh vous pouvez remonter plus de 120 mètres cubes d'eau sur 10 mètres. Donc vous imaginez, avec juste un radiateur électrique, vous pouvez déplacer 120 mètres cubes d'eau de 10 mètres, radiateur électrique sur une journée. Donc voilà, c'est cet ordre de grandeur-là. De toute façon, de manière générale, en électricité, ce qui coûte très cher, c'est de chauffer, c'est de faire de la chaleur. Dès qu'il s'agit de déplacer des choses, de faire du mouvement, ça consomme énormément moins. C'est pour ça que, typiquement, les voitures électriques ou les vélos électriques consomment assez peu d'électricité par rapport à un chauffage, en fait. Typiquement... l'énergie qui est contenue dans une batterie de grosses voitures électriques comme une Tesla, alors après il faudra peut-être me reprendre, mais c'est des ordres de grandeur en tout cas, c'est l'énergie que va utiliser un chauffage électrique qui tourne 24 heures sur 24 pendant 2 jours. Donc ça paraît dingue comme ça, mais 2 jours de chauffage d'un radiateur électrique, ça va permettre de déplacer, de faire 300 km d'autonomie d'une voiture électrique. Donc voilà, vous pouvez déplacer une voiture de 300 km ou chauffer une chambre pendant 2 jours. Donc vous voyez, c'est cette ordre de grandeur là, moi ça me paraît toujours assez fou, parce que ça me paraît disproportionné, mais voilà, faut s'imaginer que déplacer des choses, ça consomme assez peu d'énergie en fait, et c'est pour ça que déplacer de l'eau, la remonter avec une pompe de relevage, on est à moins de 2 centimes le mètre cube pour le faire remonter de 10 mètres. Donc voilà, c'est quand même des choses intéressantes et auxquelles il faut penser si vraiment vous avez besoin de remettre votre eau sous pression. Typiquement si vous faites de la collecte d'eau, mais justement on va en parler. Est-ce que c'est pertinent ou pas de stocker de l'eau? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors là vous voyez d'ailleurs je suis devant 3 tonnes d'eau que j'ai achetées.
parce que justement je veux me faire une petite réserve d'eau éventuellement au cas où. Alors j'ai une autre source d'eau, j'utilise de l'eau d'un forage, donc j'ai déjà de l'eau de base, j'ai également l'eau du robinet, et dans le cas où le forage tombe en panne, c'est déjà arrivé puisqu'il y a une pompe, et dans le cas où et ben l'eau du robinet on peut pas l'utiliser parce qu'il y a des restrictions. J'aimerais avoir quand même une petite réserve, voilà, ça c'est des réserves, c'est des tonnes d'eau, on appelle ça, c'est des IBC. Ça contient 1 mètre cube, 1000 litres. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Voilà, donc je pourrais avoir 3000 litres d'eau de stock pour arroser le jardin. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute l'eau que vous allez stocker en hiver, hein, si c'est de l'eau qui de toute façon se serait infiltrée dans le sol et qui serait partie à la nappe, et que votre nappe est une nappe utile, hein, qui va servir soit à des agriculteurs à piocher dedans pour arroser, soit qui va être un point de captage plus bas en aval de là où votre eau s'infiltre, voilà, c'est de l'eau qui va pas partir à la nappe et qui du coup va manquer, hein, donc voilà, donc là c'est pareil, ça dépend de votre situation. Si l'eau qui coule sur votre terrain soit ruisselle très vite, c'est de l'eau qui aurait ruisselé, qui serait partie tout de suite à la rivière, ou que votre nappe phréatique en sous-sol et pas une nappe qui est utilisée, que pareil part à la rivière sans qu'on en fasse rien, là il n'y a pas de souci, vous pouvez stocker de l'eau, c'est même une bonne idée. À l'inverse, si par contre cette eau, vous trouvez un endroit où la nappe est utilisée et utile, voilà, c'est juste de l'eau qui va manquer dans la nappe plus tard. Donc le fait de stocker de l'eau, vous faites des économies pour vous-même, mais d'un point de vue collectif, c'est pas forcément hyper intéressant. Donc là voilà, ça dépend de la situation de chacun. Mais il faut quand même avoir ça en tête que quand vous récupérez de l'eau l'hiver, c'est de l'eau qui peut manquer à la nappe après derrière, dans des nappes qui sont utilisées. L'autre souci que je vois avec ces histoires de stockage d'eau, comme manière pérenne d'avoir de l'eau, c'est le coût en fait, hein, de ces ustensiles-là. Typiquement, ça, une tonne d'eau comme ça, aujourd'hui ça vend 150 €. Alors c'était plutôt 100 € avant, mais bon, vous savez tous que les prix ils font tous comme ça. Donc voilà, là ça c'est plutôt 150 €. C'est du plastique, hein, donc ça va tenir ce que ça va tenir. Bon, c'est plutôt à l'ombre ici, donc déjà c'est pas en plein cagnard, c'est pas en plein soleil, mais bon, je pense que dans 30 ans, voilà, le plastique il va être mort, ça va être bon pour la déchetterie. Et en gros, la grosse problématique, hein, de ces tonnes d'eau là, c'est que en fait, on les utilise surtout quand il pleut plus, et c'est là qu'on a besoin de pas mal arroser, parce que quand il pleut, il y a besoin de pas beaucoup arroser. Et quand là, on va avoir des grosses périodes de sécheresse sans pluie, sans recharge des tonnes d'eau, et là, on va piocher dedans, mais en gros, on peut espérer peut-être chaque année remplir et vider la cuve 3 fois en gros. Sur le cycle d'une année, et en gros utiliser 3 mètres cubes avec le contenant d'1 mètre cube là, puisqu'on va avoir des grandes périodes où il va pas pleuvoir et puis d'autres périodes où on n'en aura pas besoin, et là on va en avoir besoin, et on peut espérer avec un peu de chance utiliser 3 fois notre tonne d'eau. Donc voilà, si on fait tout le cycle en fait complet de notre cuve, elle va permettre en gros d'avoir 90 mètres cubes d'eau, on dira 100 parce que tous ces calculs là c'est des calculs de coin de table à la louche, 100 mètres cubes d'eau pour 150 €, voilà, donc vous faites le calcul, on est à 1,50 € le mètre cube d'eau, donc ça reste quand même des prix très chers, hein, c'est pas forcément hyper intéressant, on pense faire des économies mais c'est pas forcément le cas. Et surtout d'un point de vue écologique, voilà, vous avez tous ces matériaux là, tout ça c'est du pétrole, ça c'est de la métallurgie, ça a traversé la planète, enfin voilà, donc écologiquement c'est pas forcément génial. Après il y a d'autres moyens de récupérer l'eau, il y a des récupérateurs plus simples, hein, juste des sortes de gros récipients qu'on met sous les gouttières. En gros ça va coûter à peu près 10 centimes du litre de stockage. Après, il y a encore d'autres récipients avec des citernes souples. On peut imaginer faire des cuves enterrées également. Alors là, pour le coup, les cuves enterrées, c'est vraiment quelque chose de pérenne, hein. Si vous faites quelque chose cimenté en béton, hein, a priori dans un siècle, ça n'aura pas bougé, ça sera encore là. Et faire des grandes cuves. Et puis effectivement, après, utiliser une pompe pour remonter l'eau, hein, parce que ces cuves-là, généralement, c'est des cuves enterrées, donc l'eau est au niveau du sol, il faut la remonter. Mais comme je vous l'ai dit, utiliser des pompes, c'est pas forcément très cher, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est des choses à envisager. Et voilà, du coup, c'est pas non plus magique, hein. Écologiquement, ça a vraiment un coût, hein, si c'est vraiment le sujet qui vous anime. Et en même temps, voilà, c'est de l'eau qui va manquer, qui pourrait être amenée à manquer derrière, parce que vous l'avez capté dans son chemin jusqu'à la nappe phréatique. Donc voilà, après, comme je vous dis, ça dépend des situations de chacun.
Donc, passer cette logique de récupération d'eau, hein, qui peut être intéressante selon les cas, et puis voilà, c'est à chacun de voir sa situation. J'en reviens quand même à cette question d'utiliser de l'eau au potager, et puis comme quoi c'est criminel d'arroser ses tomates. Je trouve que c'est quand même l'usage de l'eau le plus intelligent qu'on puisse avoir, hein, c'est-à-dire produire de la nourriture. Le plus intelligent, c'est de boire de l'eau, hein, c'est avoir de l'eau à boire pour s'hydrater, hein, c'est quand même le premier des besoins. Mais le deuxième des besoins, c'est de manger. Alors même si effectivement quand on fait des tomates, ça va pas apporter énormément de calories, mais je pense quand même que c'est vraiment des usages les plus intéressants qu'on puisse faire de l'eau, hein, de produire de la nourriture. On est quand même dans un monde où typiquement pour faire un bain, on va utiliser 150 litres d'eau. Une douche, ça va consommer 15 litres d'eau à la minute. Donc une douche de 15 minutes, ça va être 75 litres d'eau. Chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, ça va être 9 à 10 litres d'eau. Donc si on va 4 fois par jour aux toilettes, ça va être 40 litres d'eau qui vont être utilisés dans la chasse d'eau. On a des piscines de plusieurs mètres cubes. On va utiliser de l'eau pour arroser la pelouse, pour laver la voiture. Donc je pense que si on en est à faire la guerre aux gens sur l'utilisation de l'eau, il y a sûrement d'autres usages en priorité à questionner avant le fait d'aller arroser ses légumes. Et comme je vous l'ai dit, après ça dépend effectivement s'il y a contrainte sur la ressource ou pas. S'il n'y a pas de contrainte sur la ressource et qu'on consomme pas plus que ce que le tapis roulant du cycle de l'eau génère, il n'y a pas de raison de se contraindre, puisque de toute façon c'est quelque chose qui va pas être stocké, hein, ça va boucler, tout ce qu'on va pas utiliser, ça va repartir à la mer. Donc voilà, si on a la ressource, autant l'utiliser. Par contre voilà, si effectivement on commence à être contraint sur la ressource, effectivement il faut limiter les usages, mais je pense qu'il y a d'autres usages à limiter avant de limiter celui de l'arrosage du jardin. D'ailleurs souvent quand il y a des restrictions d'eau, il y a des restrictions sur les heures d'arrosage, hein, du potager. On dit d'arroser le matin et le soir, hein, donc ce que je vous préconisais d'ailleurs un peu avant dans la vidéo, hein, pour éviter justement l'évaporation. Mais pour l'essentiel, voilà, c'est souvent le dernier truc qu'on va interdire, c'est d'arroser les jardins. On va interdire d'autres usages avant, hein, d'arroser les pelouses, de remplir les piscines, voilà, ce genre de choses. Mais a priori, voilà, arroser le jardin, c'est bien identifié par les gens qui gèrent l'eau comme étant des usages les plus légitimes qu'on puisse avoir de l'eau, hein. Ils interdisent d'autres choses avant d'interdire d'arroser les potagers. Alors parmi les choses qui peuvent être intéressantes à faire pour limiter l'usage de l'eau et puis bien contrôler ce qu'on fait, c'est éviter de surarroser et d'utiliser du coup des systèmes d'arrosage automatique avec des goutteurs autorégulants. Là on maîtrise vraiment exactement l'eau qui est déversée à chaque pied. Alors il faut avoir des goutteurs autorégulants qui sont vraiment précis, qui sont exacts. D'ailleurs je vous essaie de vous faire une vidéo sur le sujet prochainement, parce que j'ai utilisé beaucoup de gouteurs autorégulants ces derniers temps, plusieurs marques différentes, et j'essaie vraiment de trouver un goutteur autorégulant à un prix raisonnable, mais qui soit vraiment précis. Quand il y a écrit 4 litres par heure, c'est 4 litres, hein, c'est pas 2 litres ou 8, et puis d'un goutteur à l'autre ça va faire des fois 1 fois 4 d'un goutteur à l'autre. Là je voudrais vraiment arriver à trouver des gouteurs précis et à un prix abordable. Donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. On fera un peu des tests de gouteurs autorégulants et puis on essaiera de voir lesquels sont les plus intéressants. Alors au niveau collectif, hein, il va falloir trouver des solutions à cette raréfaction de l'eau, ou plus que cette raréfaction, le fait que on va avoir beaucoup d'eau du ruissellement avec des rivières qui vont emmener beaucoup d'eau à la mer sans qu'elle passe par la partie nappe phréatique et qu'on puisse l'utiliser. Je pense que la question de pomper de l'eau dans les rivières, c'est vraiment quelque chose qui va se poser. Il faut s'imaginer par exemple qu'un fleuve comme la Garonne, ça a un débit. Alors le débit varie au cours de l'année, hein. Il y a la période d'étiage en été où le débit est beaucoup plus faible, avec par contre un débit beaucoup plus fort en hiver, hein, forcément. Mais pour la Garonne, on est sur un débit de 650 mètres cubes par seconde. 650 mètres cubes par seconde, c'est quelque chose d'énorme. Si vous divisez le nombre de mètres cubes par jour que ça fait par le nombre de Français, par 70 millions de Français, vous arrivez à quasiment 1 mètre cube par Français par jour que juste la Garonne fait passer dans son lit. On est à 0,8 mètres cubes par Français et par jour que la Garonne génère, hein. Donc juste la Garonne. Après vous avez le Rhône, vous avez la Seine, vous avez d'autres fleuves. Donc il y a une quantité d'eau qui passe dans ces fleuves et qui part à la mer considérable, et qui va être de plus en plus d'ailleurs sans passer par la case nappe phréatique, parce qu'on va avoir plus d'eau de ruissellement, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc si on récupère pas cette eau au moment où elle est dans le fleuve pour essayer de la stocker, mais comme ils le font d'ailleurs, comme je vous le disais précédemment, ils font ce genre de technique là en Vendée, hein, pour pouvoir alimenter l'ouest de la Vendée en eau, en prenant de l'eau de l'est de la Vendée qui stocke dans des carrières
carrières désaffectées, avec des barrages, et qu'après ils purifient, puis qu'ils emmènent via des canalisations jusqu'à l'ouest de la Vendée. Voilà, ils ont fait des ouvrages d'art comme ça très intéressants. Je pense que c'est des choses qu'il va commencer à falloir réfléchir à généraliser. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est pas très cher de pomper de l'eau d'un point de vue énergétique. On est sur moins d'un dixième de kilowattheure pour monter un mètre cube de 10 mètres. Donc on pourrait très bien imaginer faire monter des mètres cubes d'eau, puis après les amener dans d'autres endroits pour les stocker, voire même peut-être essayer de les épandre pour que des endroits où on sait que ça va bien s'infiltrer et que ça va partir à la nappe, dans des nappes qui nous intéressent, après dans lesquelles on va avoir en aval de cette nappe-là, on va avoir des points de captage qu'on va pouvoir utiliser. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, utiliser cette eau qui part à la mer et qui devient une eau complètement inintéressante, qui est plus utile pour nous, essayer de la capter pour la stocker à d'autres endroits, c'est vraiment quelque chose auquel on peut réfléchir. Alors si la question de l'énergie vraiment se pose également pour ces histoires de stocker de l'eau et de pouvoir la pomper et puis l'emmener à d'autres endroits, pour ce qui est de l'énergie, ça reboucle avec la vidéo que j'ai pu faire sur le nucléaire. Il y avait une très bonne solution à étudier sur le nucléaire, qui est le nucléaire de 4e génération, avec des centrales qui tournent au thorium ou à l'uranium 235, oui c'est le 235 ou le 238, je sais jamais lequel est le fertile et lequel est le fissile. Voilà, là on en a des quantités très importantes et on pourrait avoir des centrales qui tournent sur des milliers d'années, on a largement la matière pour. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est le même genre de sujet qui on a les écologistes qui montent vraiment au créneau sur cette question de l'eau et qui tout de suite écartent d'emblée toute solution possible, toute solution qui serait envisageable, à croire qu'ils veulent vraiment la catastrophe, qu'ils veulent pas qu'on trouve de solution au problème. J'en veux pour exemple cette émission là sur Thinkerview qui était passée l'autre jour avec Emma Aziza, qui visiblement son métier c'est justement d'être hydrogéologue ou hydrologue, et qui d'emblée exclut, même sans comme si c'était une évidence et sans même avoir à discuter la question, le fait de pomper l'eau des rivières pour la stocker. Alors que pour moi vraiment clairement la question se pose et il va falloir qu'on s'y mette. Moi ça me paraît même une évidence qu'il faut le faire. Peut-être qu'on comprendra que c'est pas possible. Et deuxième chose, qui est un énorme mensonge, mais c'est un truc de dingue, comme les gens regardent ça et se disent ah ouais c'est important, c'est que on te dit ah là là il faut vite qu'on prélève cette eau, en fait, parce que sinon, après, elle part dans les rivières et on la perd. C'est-à-dire qu'on ose la donner à l'océan. Donc, du coup, pourquoi est-ce que finalement, aujourd'hui, je garderai pas toute l'air qui est autour de moi parce que j'ai aucune envie qu'elle aille dans le département d'à côté ou derrière dans le pays d'à côté. Il faut que je la garde. Donc, c'est exactement la même chose. Et je comprends pas comment un argument de cette sorte peut encore être sorti aujourd'hui en 2022 avec le niveau de connaissance qu'on a. Alors c'est un sujet complètement différent des méga-bassines, où le problème des méga-bassines là c'est qu'ils pompent l'eau dans la nappe phréatique en hiver pour se la stocker, la garder pour eux, donc c'est une sorte de privatisation en fait de l'eau de la nappe phréatique. Là le sujet c'est pas du tout le même, c'est de prendre l'eau des rivières, donc c'est de l'eau de toute façon qui va couler à la mer et qui est plus de l'eau qui va être utilisée. Alors même si typiquement j'avais vu ça l'autre jour, c'était un C'est pas sorcier sur parce que j'ai regardé beaucoup de choses pour préparer cette vidéo sur l'eau. C'est pas sorcier sur l'eau à Paris. Ils utilisent une partie ils prennent de l'eau dans la Seine pour avoir faire la Seinoise, l'eau potable qui sort au robinet à Paris. Donc il y a quand même l'eau des rivières peut être pompée également pour d'autres usages derrière. Mais pour l'essentiel, moi je vois la Garonne, je suis à Bordeaux, on est pas loin de l'embouchure. Après il y a la Dordogne qui vient se déverser dedans et après il y a les sphères de la Gironde. Vous imaginez pas, c'est quasiment, pour traverser ça, il y a pas loin d'1 kilomètre pour traverser, on va dire 500 mètres. C'est une rivière absolument énorme, gigantesque. D'ailleurs, la première fois que je suis arrivé ici, que j'ai traversé cette rivière, moi je connaissais que la Seine, j'avais vu que la Seine, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce monstre? Voilà, toute cette eau là qui part à la mer, qui est de l'eau douce, qui est de l'eau utilisable, et c'est quand même moi je trouve que c'est un énorme gâchis. Toute cette eau là pourrait vraiment être utilisée, pompée, stockée, utilisée. Alors peut-être qu'il y a un problème d'impact environnemental, mais moi j'ai pas l'impression que si on pompe l'eau des crues ou qu'on baisse de 10% en hiver le niveau de la Garonne, ça va avoir un grand impact sur général sur l'environnement, ou en tout cas un impact beaucoup moins faible
l'usage que cette eau va pouvoir avoir pour nous derrière. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va monter dans le débat public, le fait de stocker, de pomper l'eau des rivières et puis de la stocker, ou de faire des barrages pour pouvoir la retenir. Voilà, c'est vraiment un sujet auquel on ne va pas pouvoir couper. Et même si, voilà, comme je vous le dis, les écologistes essaient vraiment d'écarter ça d'emblée, parce que à croire qu'ils veulent vraiment l'obtenir leur catastrophe, je pense que c'est un sujet qui va monter très fort. Donc pour conclure cette vidéo, je vous dis pas de faire n'importe quoi et d'être irresponsable, mais je tiens quand même vraiment à pointer du doigt que produire des légumes au potager, c'est sûrement un des meilleurs usages de l'eau qu'on puisse avoir, qu'il faut peut-être un peu se détendre et redescendre un peu en criminalisation des jardiniers. Voilà, arroser ses tomates, c'est pas criminel. Il faut être, par contre, voilà, faut être civique, faut pas faire n'importe quoi. Donc vous paillez votre jardin, clairement c'est un bon moyen d'éviter l'évaporation. Au niveau de l'arrosage, comme je vous ai dit, on évite de surarroser, on arrose le matin ou mieux encore le soir, si on peut, ça évite également l'évaporation. On peut essayer d'améliorer également la capacité de son terrain à retenir l'eau, parce qu'un des gros problèmes, comme je vous l'ai dit, c'est les eaux de ruissellement qui, quand il pleut très fort, vont même pas avoir le temps de rentrer dans le sol, de percoler jusqu'à la nappe et qui vont directement glisser à la rivière. Donc vous pouvez essayer de travailler un peu votre terrain pour que l'eau puisse descendre en profondeur. Donc vous pouvez essayer de rendre votre terrain plus meuble pour qu'il absorbe mieux l'eau. Vous pouvez mettre par exemple des sortes de zones de captation de l'eau, typiquement de ruissellement que vous pourriez avoir sur votre terrain, des sortes de mares ou de bassins où l'eau va pouvoir s'accumuler dedans puis après s'imprégner doucement dans le sol. Faire des baissières aussi, quelque chose qui fonctionne bien. Sur les courbes de niveau de votre terrain, vous faites soit des trous, soit des buttes, de manière à ce que l'eau s'accumule en amont de la butte. Quand elle va couler, elle va être bloquée par la butte et après elle va rester coincée là puis avoir également le temps de percoler. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Si typiquement vous avez des capacités de stockage d'eau et que vous n'avez pas utilisé cette eau et que vous savez qu'il va pleuvoir prochainement et que ça va re-remplir et puis que comme vos capacités sont pleines, du coup cette eau va être perdue, vous pouvez vider un peu votre stockage d'eau, essayer de l'épandre sur votre terrain justement pour qu'il percole et pareil qu'il descende à la nappe au moment où il pleut pas, où le sol est sec. Voilà, vous pouvez rajouter de l'eau dans votre sol, comme ça vous essayez de l'épandre sur le terrain, toujours dans l'idée que ça coule et que ça descende en profondeur, et puis vous baissez un peu le niveau de votre stockage, et puis quand il va pleuvoir, ça va re-remplir, au lieu de juste partir dans le trop-plein, et puis aller s'ajouter aux eaux de ruissellement. Donc voilà, toujours dans l'idée d'essayer d'apporter un maximum d'eau à la nappe. Alors voilà, ça c'est dans l'idée où vous êtes au-dessus d'une nappe qui est utile, qui va servir après derrière de manière globale. Si votre nappe elle est polluée et puis qu'elle part directement à la rivière derrière, c'est pas la peine de faire ces efforts là. Mais voilà, après voilà, ça dépend de la situation de chacun. Alors naturellement, il faut essayer d'éviter de bétonner, de goudronner votre terrain. Je vois ça sur certains jardins, les gens ils en ont marre de passer la tondeuse. Alors ils se retrouvent à faire des jardins soit complètement en plastique, soit carrément goudronnés, complètement bétonnés. Donc voilà, essayez d'éviter ça, parce que toutes ces surfaces là, c'est des surfaces qui vont plus boire l'eau, donc voilà, éviter de trop artificialiser les sols. Après, il y a toutes les autres manières d'économiser de l'eau sur les autres usages qu'on a de l'eau chez soi. Alors, une des grosses pertes en eau, typiquement, c'est le re-remplissage des piscines. Vous pouvez couvrir votre piscine, mettre une couverture dessus. S'il y a une couverture, l'eau elle va pas pouvoir s'évaporer. Ça peut être une grosse source de perte d'eau. Puis voilà, essayer d'être raisonnable sur l'usage qu'on peut avoir à la douche, dans les bains. Voilà, enfin des mesures de bon sens. Je vais pas vous dire de couper le robinet en vous lavant les dents. Voilà, enfin vous connaissez un peu tout ça. Mais effectivement être raisonnable aussi sur ces sujets-là. Au niveau de l'agriculture, il va falloir peut-être insister plus sur comme je vous disais, le semi-direct, arrêter de trop labourer les sols, avoir des sols tassés qui boivent plus l'eau, essayer de faire favoriser les sols où l'eau arrive à vraiment bien descendre en profondeur, éviter les cultures trop consommatrices d'eau comme le maïs aussi, voilà, ça c'est des choses, il va falloir réfléchir aussi, si on est contraint sur l'eau, peut-être que continuer à faire des cultures de maïs qui consomment une très grosse partie de l'eau, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Améliorer les réseaux d'eau pour réduire les fuites et tout. Enfin, il y a énormément de travail à faire sur le sujet là. C'est pas qu'une question individuelle, il y a aussi beaucoup de questions collectives, et puis sur les agriculteurs, tout ça, parce qu'une grosse partie de l'eau est utilisée par les agriculteurs. Mais voilà, on a tous un peu notre action à faire.
mais je pense pas que ce soit vraiment le potager le plus le point vraiment central sur lequel il faut culpabiliser les gens. Pour moi, c'est de l'ordre de l'accessoire. Alors un sujet par contre qui est assez peu évoqué dans les vidéos de potager, c'est la question des nitrates. Surtout là, nous on fait du sol vivant, on met beaucoup de matière organique dans les sols, on se retrouve à faire des tas de compost assez énormes avec énormément de matière, et toutes ces matières azotées après vont se décomposer et lâcher des nitrates. Alors la pollution aux nitrates, c'est un des gros problèmes au niveau des nappes phréatiques, et c'est une des causes qui rendent les nappes phréatiques non utilisables, polluées. Donc en tant que jardinier, ça c'est un sujet qui est vraiment évoqué, il faut faire attention à pas envoyer trop de nitrates dans le sol qui après vont couler à la nappe. Alors ça pareil, ça va beaucoup dépendre de votre sol, hein. Si vous avez un sol argileux comme le mien, le fait que les nitrates coulent à la nappe, c'est relativement restreint, hein, parce que ils sont bien retenus par le sol. Si vous avez des sols très sableux, qui sont très drainants, voilà, faites attention à pas mettre des gros tas de compost qui vont cracher, comme si vous aviez un cochon qui faisait du lisier, hein, un tas de compost qui se décompose. C'est comme un cochon qui fait du lisier, hein, ça va balancer de l'azote et des nitrates et des phosphates, et puis après ça va couler à la nappe et ça va polluer. Alors je vais essayer de me renseigner, c'est un sujet que je commence à creuser, sur des techniques pour pouvoir analyser facilement la teneur en nitrate de son sol pour un particulier. J'ai vu qu'avec du sulfate de cuivre on peut faire des choses. Alors pas le sulfate de cuivre de la bouillie bordelaise, visiblement il n'est pas assez pur, il faut du sulfate de cuivre pur. Donc je vais creuser un peu le sujet pour pouvoir analyser la teneur en nitrate de son sol, et si il faut faire attention au niveau du potager à éviter de rajouter de l'azote. Voilà, en plus si on a trop d'azote dans notre sol, en plus c'est pas bon pour les légumes, ils deviennent turgescents, ils se font bouffer par les pucerons, ils font beaucoup trop de feuillage, ils font plus de légumes. Donc voilà, c'est pas non plus bon non plus pour les légumes d'avoir trop d'azote. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est rarement évoqué, à faire attention aux pollutions aux nitrates que vous auriez au jardin. Et de manière générale, voilà, c'est à chacun de réfléchir un peu à l'impact qu'il peut avoir sur cette question de l'eau. Donc déjà réfléchir à la question des vents dominants, l'eau qui s'évapore de votre jardin, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle part dans la mer et qu'elle est perdue, ou est-ce qu'elle va aller pleuvoir plus loin, typiquement sur la Beauce, et puis elle va aller arroser les champs de blé de la Beauce? Essayez de réfléchir, enfin d'analyser votre situation par rapport à la pente aussi. Est-ce que vous allez avoir beaucoup de d'eau qui va ruisseler, ou est-ce que l'eau va avoir le temps de descendre en profondeur et d'aller à la nappe? Essayez de voir également votre situation par rapport à la nappe globale. Est-ce que vous êtes en amont d'un point de captage et que du coup votre eau est vraiment hyper critique, hyper importante, ou pas du tout? Votre eau elle part directement à la rivière, et de toute façon qu'elle soit infiltrée, qu'elle ruisselle ou pas, pour vous c'est pareil, enfin c'est de l'eau qui est perdue. Pour ça il y a un site qui est super intéressant, c'est hades.eaufrance.fr, sur lequel je suis tombé en faisant mes recherches, et je pense que c'est plus un site qui est vraiment presque dédié aux chercheurs, aux hydrogéologues, mais on accède aux différents points de captage, pas de points de captage justement, ils sont pas idiots, ils donnent pas les coordonnées de ces points-là, parce que pour le coup c'est des trucs critiques, les coordonnées des points de captage de l'eau potable. Mais par contre on accède au piézomètre, hein, donc tous les points qui mesurent la hauteur de la nappe phréatique. Et bon, il y a plus ou moins de données selon les points, et puis il y a plus ou moins de points, donc plus ou moins proche de chez vous. Enfin, essayez d'aller faire un tour sur le site, c'est assez intéressant, et on peut avoir les différents points de captage autour de chez soi. Puis alors sur ces points de captage là, on peut avoir la nature de l'aquifère qui est en dessous. On va avoir le nom justement du bassin géologique sur lequel on est, donc le bassin versant. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ici nous c'est Adour-Garonne. Vous allez avoir le type de l'aquifère qui est en dessous, le fait que la nappe soit libre ou captive. Vous allez avoir des infos sur le niveau piézométrique de la nappe, donc sa profondeur. Alors d'ailleurs en plus même il donne carrément pas l'altitude piézométrique, donc l'altitude par rapport au niveau de la mer. Là il donne vraiment la profondeur à laquelle se trouve l'eau dans le puits. Donc voilà, ça peut être pas mal intéressant. D'ailleurs, je soupçonne fortement les sourciers d'utiliser beaucoup ce genre de site avant d'aller chez un client pour après faire les pimpins avec leur baguette là, leur baguette magique. À mon avis, ils doivent regarder ce genre de site avant, avoir toutes les courbes piézométriques de la région. Ils savent qu'à tel endroit, voilà, l'eau elle est à telle profondeur, à tel endroit elle est à telle autre. Parce que voilà, toutes ces données-là, bon, elles sont pas forcément faciles à trouver, mais quand c'est son métier, je pense qu'on fait l'effort qu'il faut pour arriver à trouver ces données-là. Donc à mon avis, les sourciers, ils doivent pas mal savoir à l'avance
d'avance quand ils vont chez un client à quelle profondeur se trouve l'eau. Et pour chaque du coup point de la carte, vous allez avoir des informations sur la géologie de l'endroit. Vous allez avoir des documents avec des coupes géologiques et tout. Enfin, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, s'amuser un peu aussi à comprendre comment fonctionne le sol qu'on a en dessous de chez soi et comment fonctionne l'eau en fait, parce que on ne pense jamais quand même à l'eau, mais c'est quand même un des éléments essentiels, primordiaux. On n'y pense pas parce qu'on en a en abondance, on ouvre le robinet, ça coule et on se pose pas trop la question, mais c'est quand même quelque chose de majeur, d'hyper important, et ça marche tout seul, on se questionne pas trop. Et voilà, je trouve que ça m'a titillé, j'ai creusé le sujet, et en creusant le sujet, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je vous invite à faire de même. Donc voilà, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, je vais faire attention à pas tomber dans l'ultra-crépidianisme, l'excès de confiance sur un sujet que je maîtrise pas. Donc là, je suis clairement dans cette situation-là, j'ai un peu potassé le sujet, mais je suis pas du tout expert, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez des problèmes par rapport à ce que j'ai dit. Mais je pense quand même qu'il faut vraiment qu'on se détende sur le sujet, hein. La France, même si ça va être de plus en plus tendu, on part quand même déjà sur une situation assez généreuse en termes d'eau. Il y a des cartes de la FAO, il y a un site qui s'appelle Aquastat qui est lié à la FAO, donc c'est l'ONU, qui donne des cartes au niveau mondial en termes de disponibilité d'eau par pays. Voilà, la France, on n'est vraiment pas à plaindre, on est bien loti. Sur toute la quantité d'eau qui tombe sur la France, hein, d'eau potable qui circule, le cycle qu'on a vu en début de vidéo, bon, il n'y a que 25% de cette eau qui est utilisée. Donc voilà, il y a vraiment 75% d'eau qu'on n'utilise pas, qu'on pourra aller chercher, comme par exemple en pompant dans les rivières. Il y a énormément de choses à faire. Donc on a quand même, on en a sous le pied. On va pas mourir de soif demain. Comme je dis, uniquement 25% de la ressource en eau potable qui est utilisée, pas en eau potable, en eau douce qui est utilisée. On a quand même encore 75% de l'eau qu'on laisse passer, qu'on laisse partir à la mer, sans même essayer de l'attraper, d'en faire quelque chose. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le sujet, sur cette question de l'eau. Voilà, je vous invite à aller voir le cours de Monsieur Amiot Suchet, super intéressant. Moi, j'y ai appris plein de choses. J'espère qu'il m'en voudra pas d'avoir utilisé quelques schémas que j'ai pris dans ces vidéos. Voilà, je le remercie pour l'effort qu'il a fait. Quand je vous disais dans ma vidéo sur aujourd'hui on n'a pas d'excuses pour pas connaître un sujet, voilà, c'est typiquement ça. Je m'intéresse à ce sujet là, je veux pouvoir me former, et là je tombe sur un cours niveau licence fait par un prof d'université qui m'apprend la discipline. J'ai accès au même cours que pour avoir un élève en licence à l'université. Voilà, c'est pour ça, c'est magique YouTube, c'est magique Internet. Donc voilà, je peux que vous inviter à aller voir ce cours, c'est super intéressant. Et j'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu, on discute gentiment en commentaire de tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.